Bonsoir et bienvenue dans les débats de la présidentielle, un espace d'échange, de dialogue, de confrontation, un débat de fond autour d'un grand thème de société. Et ce soir, nous nous poserons une question. Dans un pays en crise, que signifie la solidarité? Inflation, chômage, pauvreté. Chaque année, les allocations familiales versent 60 milliards d'euros de prestations. Alors, y a-t-il trop d'aides sociales dans ce pays? Faut-il les diminuer? Faut-il peut-être même, au contraire, les augmenter? Faut-il les réformer? Combien coûte la fraude? Et puis, surtout, la France est-elle devenue, au fil des années, un pays d'assistés? Voilà, beaucoup de questions, parfois provocantes, et pour y répondre, deux invités. Éric Woerth, d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre et membre de l'UMP. Face à vous, Henri Emmanuelli, ancien ministre également, député socialiste des Landes. Bonsoir également. Bonsoir. Et puis, pour vous interroger, à mes côtés, Luc Bronner du Monde, que je salue. Bonsoir. Bonsoir Luc. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonsoir Mathieu. Alors, pour débuter notre discussion, un chiffre et une remarque. Le chiffre, 2 millions. 2 millions de foyers en France qui touchent le RSA. Et une remarque, c'est celle de Laurent Wauquiez, votre ancien collègue au gouvernement, Éric Woerth. Au printemps dernier, il a dénoncé les dérives de l'assistanat et même évoqué un cancer de la société française. Alors, ces propos, vous les avez compris et est-ce que vous êtes d'accord ? Écoutez, moi, je n'étais pas d'accord sur le terme, parce que je pense qu'il faut, dans ce domaine-là, il faut dire les choses, il faut être lucide, il faut voilà, qu'on se parle, mais il ne faut pas non plus employer des termes qui peuvent être choquants ou blessants. Ce pays, on l'a construit de droite comme de gauche, d'ailleurs. Ce n'est pas un pays d'assistés, c'est un pays dans lequel il y a beaucoup d'assistance, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est plus respectueux. Laurent Wauquiez, à votre avis? Non, écoutez, quand on parle du RSA, effectivement, c'est 2 millions de gens. Dans ces 2 millions, il doit y avoir 600 ou 700 000 personnes qui sont sur le RSA d'activité, c'est-à-dire des gens qui ont un revenu inférieur au revenu qu'on considère comme devant être garanti, et donc qui sont en activité, qui travaillent et qui touchent un complément de revenu. Ça incite à la reprise d'activité. Et ça, c'est très important. Et l'objectif du RSA, c'était bien ça. C'était pas de copier le RMI ou de fusionner un certain nombre de prestations. C'était bien de faire en sorte qu'on puisse, quand on reprend une activité et qu'on est payé pas beaucoup, qu'il y ait un complément qui permettent de faire la différence avec le revenu de l'assistance pur et simple. Donc ça, c'est très important. Deuxième point, il faut que le RSA, on le fasse évoluer. C'est plutôt une réussite, le RSA, même s'il y a la crise. Mais il faut le faire évoluer. Et il faut le faire évoluer dans le sens d'une incitation des personnes à revenir dans l'emploi. Ça n'a pas marché pour le RMI pour un certain nombre de raisons. Ça doit pouvoir marcher pour le RSA. Alors, il y a eu plusieurs types de propositions. C'est pas vraiment du travail bénévole. C'est pas du travail d'intérêt général qui est demandé. C'est, au fond, de pouvoir réussir à avoir des contrats, par exemple, uniques d'insertion, des contrats dans lesquels les gens sont payés à partir du SMIC, vont faire un certain nombre d'heures à l'intérieur du RSA pour se remettre le pied à l'étrier. La valeur fondamentale, c'est le travail. Éric Woerth, de quoi on parle? Le RSA, c'est combien pour une personne? Le RSA, ça va varier. Soit vous êtes en RSA, quand vous êtes en RSA socle, c'est-à-dire RSA c'est à peu près 700 euros, 750 euros. C'est même autour de 460 euros. 400, non, oui, ça c'est le socle. Et puis après, en moyenne, c'est à peu près ce que va toucher quelqu'un qui est en activité en fonction de la famille, en fonction du revenu. C'est plafonné en fonction du revenu par rapport au SMIC. Donc on va comme ça beaucoup changer les choses. Les premières évaluations du RSA sont assez mitigées quand on écoute la Cour des comptes ou des organismes indépendants qui semblent dire que la dimension retour à l'activité ne fonctionne pas complètement. Luc Bronner du Monde. Oui, mais c'est pas faux. Mais c'est compliqué quand on est en période de crise. 70 000 personnes simplement seraient sorties du système alors qu'il y en a 2 millions. Mais écoutez, oui, mais on essaye. La France est un des rares pays qui essaye autant de choses pour essayer d'aider les gens qui sont en difficulté. Il y a 25% de notre richesse nationale qui est aujourd'hui consacrée aux prestations sociales dans leur ensemble, des allocations familiales en passant par le RSA et en allant au remboursement d'assurance maladie. Donc c'est 25% de notre richesse nationale. C'est un chiffre tout à fait considérable. Il faut que ce soit efficace. Et le RSA, c'est un revenu garanti, au fond,
minimum, et il doit inciter à la reprise d'activité. Et tout ce qui peut inciter nos concitoyens à la reprise d'activité est quelque chose d'absolument majeur. Pas uniquement sur le plan financier, pas uniquement pour les finances publiques, mais pour nous, pour les gens eux-mêmes. La première des valeurs dans ce pays, c'est le travail. Alors c'est plus compliqué quand on est dans une situation de crise. Alors, parce qu'en même temps, le chômage augmente. Le chômage, il est passé de 7 ou 7,5 à plus de 9% à cause de la crise. Éric Woerth, vous dites bilan plutôt positif pour ce RSA. Quel bilan vous tirez du RSA, Henri Emmanuelli? Est-ce que c'est un dispositif que les socialistes, s'ils arrivent au pouvoir à l'occasion de la présidentielle, à votre avis, vont maintenir? Moi, je pense qu'ils vont le maintenir. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'est pas un pays d'assistés. Le thème de l'assistanat est un vieux thème récurrent d'une certaine droite, je ne dis pas de toute la droite, Éric Woerth, mais d'une certaine droite, qui a toujours historiquement assimilé toute formule ou toute manifestation d'aide à de l'assistanat. Donc c'est un vieux thème très démago. Et je regrette que M. Laurent Wauquiez, qui est relativement jeune, qui est brillamment diplômé, se soit allé à ce genre de dérapage, et en plus en parlant de cancer. D'autant plus que, juste avant, M. Fillon, M. Sarkozy et d'autres membres de l'UMP, et à juste titre, avaient reconnu que c'était les mécanismes d'assistance sociale en France qui avaient permis à la France de supporter la crise mieux que d'autres pays. C'est-à-dire que les amortisseurs sociaux avaient joué plus qu'ailleurs. Donc là, il y a un petit jeu, et je laisse à M. Wauquiez ce genre de thématique qui s'inscrit dans une tentative de rapprochement ou de séduction de l'extrême droite, et je viens au cœur du sujet. Le RMI, il a été créé par la gauche pour les gens qui n'avaient plus de filet, quoi, n'est-ce pas ? Il a toujours eu un problème, le RMI, moi j'en conviens, puisque je suis président de conseil général et donc je gère cette prestation. Inconvénient, c'est que le volet formation est resté toujours un peu en rade, quoi. On n'a jamais vraiment réussi à reprendre. Et pourquoi? Parce que on aide les gens, mais on n'arrive pas vraiment à les réinsérer, c'est ça le problème. Quand on regarde bien, et moi j'ai regardé parce que ça représente des dépenses importantes, et là on aura un autre sujet avec M. Woerth tout à l'heure, c'est qui paie quoi? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les collectivités locales? Mais j'ai constaté quoi, globalement? Et mes collègues, présidents de conseils généraux, ont tous fait le même constat. Dans le RMI, je ne parle pas du RSA. M. Woerth disait il y a 2 millions de RSA. Là-dedans, il y a 600, 700 000 qui sont RSA proprement dit. Tous les autres sont RMI socle, quoi. 1 400 000 RMistes, ancienne formule. Et là-dedans, il y a 3 tiers. Il y a un tiers de gens dont, à l'évidence, n'ont pas la capacité, à l'évidence, de retourner sur le marché du travail. Donc c'est des gens que de toute manière il faut aider. Ce sont des gens qu'au Danemark... C'est un peu terrible ce que vous dites quand même. Mais vous allez voir, attendez la suite. Au Danemark, en Grande-Bretagne, ailleurs, on ne les aurait pas appelés comme ça. On les classe parmi les gens qui ont un problème sérieux et qui ne sont pas aptes au marché du travail. Alors, quelle que soit la formulation, il faut faire attention aux mots en la matière. Après, il y a un autre tiers. Ce sont des gens qui ont vraiment eu un accident, quoi. On y trouve de tout, des agriculteurs qui ont un pépin, des gens qui ont perdu leur emploi, un tiers. Et puis un autre tiers, et ceux-là restent pas longtemps. Ils restent 6 mois, 9 mois, 1 an au RMI. Ils passent au RMI et ils en ressortent. Et puis un autre tiers qui, lui, a beaucoup de difficultés à en sortir parce que, je dirais, il accumule dans le temps. Les parents étaient au RMI, les enfants y arrivent, etc. Donc là, il y a de vrais dégâts, quoi. Et le RSA a eu pour vocation de dire, essayons de faire en sorte qu'entre ceux qui touchent le RMI et ceux qui travaillent, il n'y ait pas trop d'écart. Parce que c'est ça, au départ. On le maintient si on arrive au pouvoir. Donc vous considérez que ce système, même s'il a des défauts, il faut le maintenir, il ne faut pas le corriger? Il faut peut-être le corriger, mais je pense que l'idée était bonne. L'idée de Martin Hirsch était bonne, elle a été mise en place, pas parce qu'elle a été mise en place par la droite qu'elle est forcément à jeter aux oubliettes, et que s'il faut l'améliorer, il faudra l'améliorer. Mais je ne pense pas qu'on revienne dessus en disant ah ben voilà, le RSA, hier il existait, aujourd'hui il n'existe plus. Gilles Leclerc, au-delà du RMI et du RSA, sur l'ensemble des prestations, est-ce que vous pensez qu'il faut, et peut-être que le contexte économique peut pousser à ça, est-ce qu'il faut vraiment conditionner encore plus les prestations sociales aux revenus? Est-ce que ça pourrait être un thème de campagne dans vos camps respectifs? Un peu, mais est-ce qu'il faut aller plus loin? Oui, mais enfin, toutes les prestations versées par le système d'allocation familiale, par exemple, par les allocations familiales elles-mêmes, elles sont beaucoup contribuées, elles sont beaucoup en fonction des revenus. Vous avez beaucoup parlé des fraudes. Moi, je voudrais juste qu'on s'arrête un instant là-dessus. Vous avez beaucoup parlé de la fraude. Est-ce que vous considérez, vous, Éric Woerth, que la fraude à tout ce type d'allocation est important
ou pas? Parce que les chiffres sont très discutés. On sait qu'il y a à peu près, et vous m'arrêtez si je dis une bêtise, à peu près 4% de fraudeurs selon une étude qui a été faite, mais en même temps, ces 4% de personnes, c'est des sommes très importantes. D'abord, je pense que la France, elle dépense à peu près 450 ou 460 milliards d'euros de prestations sociales de toute nature. C'est donc une somme absolument considérable. 30% C'est du PIB. 25% à peu près du PIB, de notre richesse nationale est consacrée à cela. Donc on est un pays très redistributeur. Il faut regarder les choses. Les plus redistributeurs. Donc un des pays qui va le plus lutter contre l'injustice sociale. La redistribution, c'est d'essayer de lutter contre l'injustice sociale. Alors, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, on est un des pays au monde les plus avancés. Oh, non, c'est pas vrai. Ça, c'est plutôt... Non, au contraire, monsieur Emmanueli. Pas du tout. Le taux de pauvreté a baissé en France quand il a augmenté en Allemagne. Le seuil de pauvreté, le taux de pauvreté a baissé. L'écart de revenus entre les plus riches et les plus pauvres s'est réduit en France, alors qu'il s'est plutôt accéléré ailleurs. Henri Emmanuel n'est pas d'accord. On laisse répondre une seconde. La réalité est aujourd'hui celle-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des progrès. En même temps, il faut un pays qui puisse redistribuer ce qu'il est capable de redistribuer. Parce que si on le fait sur des dettes, ça ne sert à rien. Parce que vos enfants, et puis vous-même d'ailleurs, vous en paierez encore plus les conséquences. Donc il faut qu'on ait un système de prestations sociales qui correspondent à de l'efficacité, c'est-à-dire remettre les gens le plus vite au travail, ne pas les laisser dans un système d'assistanat parce qu'ils ne le souhaitent pas. C'est un assistanat dont il ne faut pas montrer du doigt. C'est la dignité humaine qu'à un moment donné, la société vous aide parce que vous êtes en difficulté. Heureusement qu'on a ça en France. Et en même temps, il ne faut pas que la société soit abusée. Et alors, quand vous parlez de fraudeurs, et vous avez insisté sur les fraudeurs, pour vous, c'est vraiment essentiel. Oui, je pense que c'est important. Il n'y a pas que ça. Il y a sûrement la construction d'un système social encore plus juste et probablement encore plus efficace. C'est vrai pour les allocations familiales, c'est vrai pour les prestations maladie, c'est vrai pour les prestations maladie. Plus il y a de prestations, plus il y aurait risque de fraude, non? Est-ce qu'il ne faut pas simplifier un petit peu tout le système de solidarité? C'est vrai pour les prestations maladie. Aujourd'hui, l'assurance maladie est en déficit, c'est pas normal. On a réformé les retraites. Si c'est normal, vu le taux de chômage. On a réformé les retraites de façon importante, etc., etc. Mais il faut lutter contre la fraude. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas à la fois être un État généreux, au fond, et en même temps être abusé. Chaque fois que quelqu'un fraude, au fond, c'est quelqu'un qui fraude l'ensemble de nos concitoyens. Mais les fraudeurs, c'est 4% des gens. C'est quand même pas considérable. Alors, vous allez me dire c'est trop, mais c'est quand même pas considérable. Je ne peux pas chiffrer la fraude. Alors, personne ne peut exactement chiffrer la fraude. Il y a une étude qui l'a chiffré à peu près à 4%. Oui, il y a des études. Enfin, je les connais bien, toutes ces études. Il y a eu 30 milliards. On a indiqué que la fraude, grosso modo, c'était une trentaine de milliards d'euros. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais que la fraude, elle est importante parce que les sujets de fraude sont importants. Et je sais qu'on a beaucoup agi dans ce domaine-là. Dans le domaine de l'évasion fiscale, c'est certain, mais c'est pas notre sujet. Et dans le domaine de la fraude sociale, il y a deux types de fraude sociale. Moi, je suis le ministre qui a le plus lutté contre l'évasion fiscale. Donc je suis bien placé. Et je termine en disant qu'il y a deux types de fraude. Il y a la fraude aux cotisations, c'est-à-dire qu'il y a notamment c'est le travail au noir, qui est probablement l'un des éléments les plus importants de fraude. Donc il faut faire très attention, notamment quand on modifie un certain nombre de prestations, niche sociale par exemple, on renvoie des gens dans le travail au noir. Et puis en même temps, c'est des fraudes aux prestations. Et là aussi, on a beaucoup agi. Par exemple, un répertoire unique des allocataires permet d'éviter de verser deux fois dans deux départements les mêmes allocations familiales. Henri Emmanueli sur cette question de la fraude. Il ne faut pas que vous fassiez un monologue quand même. Bon. Non, mais je sais que vous allez vous rattraper. Vous avez fait tellement de monologues sur les primaires ces dernières semaines. C'est vrai que ça... Je ne veux pas me rattraper, mais ce pays n'est pas un pays d'assistés. Il y a des pays en Europe qui font beaucoup plus que nous, à tous les pays nordiques pratiquement. Alors, ils travaillent beaucoup plus. Si on se compare, mais non, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Hollande, etc. Bon, donc il faut dire ça aux Français. Nous redistribuons un quart, mais nous ne sommes pas les premiers, et de loin, et nous ne sommes pas les seuls. Et il faut dire aussi aux gens qui ne comprennent pas toujours ça, parce que c'est un peu compliqué, que aider les gens, c'est aussi une manière de soutenir l'activité économique. N'est-ce pas? Les 25% qu'on redistribue, ça va à la consommation. Hein. Et sans ces 25% dans la consommation, beaucoup de choses s'effondreraient. Donc c'est à la fois une intention sociale, humaniste, humanitaire, je ne sais comment il faut l'appeler, mais c'est aussi une sécurité économique. Premier point. Est-ce qu'on fait assez pour les travailleurs pauvres, en particulier les 1 à 2 millions de Français qui ont du mal à vivre avec, tout en ayant un emploi à plein temps? Premier point. Deuxième point, mais je vais répondre après si vous permettez. Hein. Deuxième point, il y a de la fraude, bien sûr qu'il y a de la fraude, il y en a dans tout de la fraude. Mais les chiffres que vous avez évoqués pour la fraude sociale, c'est même pas le tiers de la fraude fiscale. Et je remarque que la droite pointe toujours du doigt la fraude sociale. Enfin, une certaine droite, en tout cas.
Attendez, on Peut-être n'a pas jamais vous, Éric autant Woerth. lutté contre l'évasion fiscale Mais qu'on attendez, l'a fait mais ces derniers temps. je ne vous ai voulais pas juste vous coupé, dire. vous seriez aimable de me laisser m'exprimer. Allez-y. Il y a beaucoup plus de fraude fiscale que de fraude sociale. Et moi, je remarque que M. Vauquiaz, il parle du cancer des prestations sociales, il parle absolument pas du cancer de la fraude fiscale. Et est-ce qu'il faut la combattre? Bien sûr qu'il faut la combattre. Moi, en tant que président du Conseil général, régulièrement, j'envoie au tribunal, et je le dis, des gens dont je découvre qu'ils ont indûment perçu les RMI. Il m'arrive même de perdre, avec les histoires de concubinage. Alors le cas le plus fréquent, c'est une personne qui vous dit « je n'ai rien dans la vie, j'ai besoin du RMI ou du RSA », mais enfin en l'occurrence c'est le RMI, même si les mots ont changé. Sauf qu'elle a oublié de vous dire qu'elle vivait en concubinage avec quelqu'un. Et le comble que j'ai vécu, c'est de voir une dame prestataire du RMI traverser un village des Landes en Bentley. Elle était au volant d'une Bentley. Et j'ai perdu au tribunal. Et pourquoi j'ai perdu au tribunal? Parce qu'officiellement... Parce qu'elle n'a pas de revenus. Voilà, officiellement, elle n'a pas de revenus. Donc c'est un sujet compliqué. Celles et ceux qui nous écoutent doivent le savoir. Mais quant à l'intention de dire est-ce qu'il faut combattre la fraude ou pas, il n'y a aucun doute qu'il faut la combattre. Alors après, vous m'avez posé une Sur les question. travailleurs pauvres. Alors juste, on Que vous faire répondait... pour les travailleurs pauvres en France? 1 à 2 millions de personnes qui ont à peine de quoi vivre alors même qu'elles travaillent aujourd'hui. Alors, avant de répondre à cette question, Henri Emmanuelli ainsi qu'Éric Woerth, à ce stade du débat, je vous propose juste d'écouter une proposition qui est expérimentée dans 15 départements. L'idée, c'est de proposer une journée de travail aux personnes qui sont au RSA. C'est l'UMP Philippe Daubresse qui est à l'origine de cette mesure et il la détaille à Julien Cernobori. Jusqu'ici, à juste titre, des bénéficiaires du RSA disaient « moi, on m'a rien offert, donc je ne travaille pas, je suis donc allocataire, je vis de l'assistanat. Je propose qu'on mette en place un système vertueux qui leur offre quelque chose. » Et dans ce cas-là, la loi s'applique, mais ce n'est pas l'État qui va prononcer des sanctions. C'est les conseils généraux, c'est-à-dire une instance de proximité qui va décider si oui ou non il y a des sanctions totales ou partielles. La loi prévoit que si vous refusez, au bout de 3 refus d'une offre d'insertion, qui vous est faite ou d'emploi qui vous est faite, le Conseil général peut décider de sanctionner en supprimant une partie ou à terme la totalité du RSA, mais c'est laissé à l'appréciation des conseils généraux et on tient compte évidemment de la situation individuelle de chacun. Il est évident que quelqu'un qui suit de la chimiothérapie parce qu'il est victime d'un cancer, on ne va pas lui demander d'accepter une offre d'insertion. Et donc tout ça est pris en compte, mais on laisse ça à la liberté des conseils généraux. Je n'ai donc rien changé sur ce système, je ne l'ai ni aggravé, ni adouci ce qui est prévu dans la loi actuelle. Proposition donc signée Marc-Philippe Daubresse. Henri Emmanuelli, comme le signalait à l'instant Gilles Leclerc, vous hochez la tête, vous n'avez pas l'air très content, quoi. Oui, mais il faut dire que c'est un président de conseil général de droite. Vous ne verrez pas un président de conseil général de gauche proposer ça. Mais est-ce que l'idée, on est toujours... je reçois les prestations et en échange, je oui, donne petit quelque chose, sans parler des propos de 1848, est-ce que c'est une idée qui vous choque? Mais, en 1848, il y avait des chantiers aussi, n'est-ce pas, publics, etc. C'est une idée qui me choque parce qu'elle induit l'idée que ceux qui sont en difficulté, n'est-ce pas, quelque part, doivent quelque chose à la société, que la société ne leur doit rien, etc. Bon, on doit tous à la société. Moi, je suis allé à l'école jusqu'à l'âge de 22 ans. La société m'a payé des études. Alors, est-ce qu'on m'a dit à la fin, eh bien voilà, pour payer les 22 années d'école que vous avez faites, vous allez faire un travail d'utilité publique? Non. Mais vous savez, quand donc, on pose cette question, Henri Emmanuelli, quand on pose cette question à l'opinion, il y a eu plusieurs sondages sur le sujet qui ont été faits, et les gens répondent plutôt, eh ben pourquoi pas, ça ne paraît pas absurde. Eh ben, moi je vais leur dire pourquoi pas, parce que d'abord ça va enlever du travail, le travail que vont faire ces gens, d'autres ne le feront pas. Donc il y aura ce qu'on appelle, premièrement, un effet d'éviction. Ben si, le travail qu'on va leur faire faire, en général, il est fait par ailleurs, et il est fait par des gens qui, eux, sont rémunérés. Et la vraie réponse, si on veut plus d'assistanat, mais à laquelle ni vous ni nous n'avons jamais pu apporter une réponse satisfaisante, c'est le plein emploi. Voilà. Le plein emploi, on ne se poserait pas ces questions. L'éviction des conséquences négatives d'un travail gratuit ou quasiment gratuit, vous pensez que c'est une réponse réelle? Les travailleurs pauvres, c'est le RSA, activité, c'est-à-dire la partie supplémentaire d'une prestation qui est versée pour compenser une pauvreté. Donc ça, c'était au-delà, mais là, on est sur la question des risques d'éviction. C'était la question. Moi, je suis favorable, évidemment favorable à cette proposition.
propositions. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. À partir du moment où il y a autant de prestations sociales, il faut d'abord qu'on protège ces prestations sociales. Donc il ne faut pas que ce soit des prestations sociales à crédit. Aujourd'hui, on emprunte pour payer ces prestations sociales. C'est pas possible. Donc il faut revenir. Il faut revenir. On emprunte. Enfin, le pays est emprunteur d'une manière générale. Et la France consacre, et le budget de l'État consacre beaucoup d'argent à compenser la sécurité sociale et par ailleurs. Vous aviez promis la compensation à l'euro près. Le problème que vous soulevez, c'est que les collectivités locales sont étranglées par ce type de disposition. On ne peut pas vivre à crédit. Et on ne peut surtout pas avoir un système de protection sociale fondé sur le crédit parce qu'il n'est pas durable. Donc il faut revoir d'une certaine façon évidemment la dépense publique en France et faire en sorte qu'elle soit la plus efficace possible, qu'elle permette à nos concitoyens de revenir vers l'emploi. L'objectif, il est bien celui-là. Évidemment, le plein emploi est la réponse. Quand il y a du travail, au fond, il y a moins de gens dans les prestations sociales, il y a plus d'activités, enfin tout ça c'est évidemment. Sauf que pour revenir vers le plein emploi, il faut à la fois diminuer la dépense publique, il faut rendre à la France sa compétitivité, il faut travailler plus. Il faut travailler plus parce que quand on dit les Finlandais, les Norvégiens, les Suédois, ils ont des systèmes plus développés que le nôtre. D'abord, tout ça n'est pas totalement exact. Ils ont des dépenses publiques, notamment la Suède, un peu plus importantes que la nôtre, mais ils travaillent beaucoup plus que nous. Les Suédois travaillent beaucoup plus que nous. Arrêtez ce genre de mensonge. Mais c'est pas un mensonge, monsieur Emmanuel. Vous prenez l'ensemble. Non, mais juste je vous dis comment on calcule. Comme ça, c'est simple. Vous prenez l'ensemble. Laisser Henri Emmanuelli, Eric Woerth, et vous divisez par le nombre. Divisé par le nombre de gens et vous verrez bien que la France ne travaille pas assez. Parce que s'il ne peut pas vous répondre, c'est difficile. Allez-y. Enfin, écoutez, vous avez monopolisé les médias pendant un mois. Vous n'allez quand même pas nous renvoyer. Pas une raison, Eric Woerth, pour empêcher Henri Emmanuelli de parler cet après-midi. Donc, on laisse parler Henri Emmanuelli. Bon, allez-y. Alors, vous racontez n'importe quoi. Il y a des statistiques à l'OCDE. Hein, vous reconnaissez les statistiques de l'OCDE quand même. Vous regarderez la durée de travail. La durée du travail. Eurostat, c'est ceux qui avaient mesuré la Grèce. Je préfère l'OCDE. Hein. Bon, je vous le dis au passage. On regarde ce qu'est la durée de travail en Allemagne et en France, à 2 heures près, c'est la même, annuelle. Vous le savez parfaitement. Et vous racontez à longueur d'année aux Français. S'il vous plaît, il recommence. Et il recommence. Décidément, vous n'allez pas bien. Et il répète à longueur d'année qu'on travaille moins qu'ailleurs. C'est faux. Alors, Henri Emmanuelli. Ensuite, il nous avait fait le numéro, pas vous. Mais un certain M. Sarkozy, il faut travailler plus pour gagner plus. Oui, franchement, il a raison. Au bout de 4 ans, le bilan, il est quand même catastrophique. Vous avez remarqué la crise, quoi. Et vous avez vu le niveau de chômage. Vous avez vu que vous avez financé. Vous avez remarqué que vous avez financé des heures supplémentaires. Vous avez rendu déductible, et même la DARES, qui est, je le dis pour ceux qui nous écoutent, la direction qui au ministère du Travail fait des analyses, a dit c'est complètement contracyclique, c'est-à-dire à contretemps. On a déduit les heures supplémentaires et aggraver le chômage. Henri Emmanuel, avant qu'on proposition aujourd'hui pour les travailleurs, je crois que vous êtes fort clos sur ce sujet-là. Si vous dites que vous travaillez suffisamment en France, je pense que vous aurez à ce moment-là un décalage très fort. Eric Woerth et Henri Emmanuelli. Luc Bronner a posé quand même une question qui nous paraît quand même assez importante. Il a posé une question lourde. Une question lourde. Que faire pour les gens qui sont les travailleurs pauvres, c'est-à-dire les gens qui travaillent, mais qui gagnent de tout petits salaires. Ce qu'on appelle les travailleurs pauvres sont des gens qui sont en général dans les services, vous le savez. Et là, on a une des conséquences directes de la désindustrialisation de notre pays. Nous étions à 30% du PIB en industrie dans les années 80. Nous sommes tombés à moins de 9. C'est le problème majeur de ce pays, monsieur. Le problème majeur. Parce que de là vient le déficit du solde du commerce extérieur. De là vient le niveau de chômage. De là vient le déficit de la sécurité sociale. Donc c'est ça. Donc on ne va pas réparer ça avec un coup de cuillère à peau. Hein. C'est un sujet compliqué. Mais pour ce qui est des travailleurs qui n'ont pas les revenus, le RSA, c'est là qu'il faut l'améliorer. Il est fait pour ça. L'augmenter de combien alors? L'augmenter de combien, Henri Emmanuelli? Non mais en proportion, qu'on se rende compte. Vous dites l'augmenter, mais l'augmenter de combien? Plateau de télévision décider combien je vais augmenter. Mais votre proposition là-dessus. À ce genre de questions. Mais vous dites l'augmenter, mais on ne peut pas avoir de proportion. Par exemple, parce que c'est lié aussi aux prestations, le SMIC, monsieur Emmanuelli, est-ce qu'aujourd'hui il est trop bas, par exemple? Le SMIC, il n'a pas été réactualisé régulièrement. Il faut le rattraper aujourd'hui. Ah, vous dites qu'il faut le rattraper. Alors, je ne vais pas vous dire de combien, mais ça veut dire que si vous revenez aux affaires, vous augmenteriez le SMIC. Le pourcentage, mais il faut faire les hausses que la droite n'a pas faites. C'est de la démagogie totale. Écoutez, c'est parce que plus on augmente le salaire minimum. Si vous parlez de démagogie, on va en parler sur certains revenus, sur certains taux d'imposition. Là, on va parler de démagogie. Attendez,
Alors, on va laisser répondre Éric. Juste que parler chacun puisse tranquillement. s'exprimer. Juste parler tranquillement. Éric Woerth. Je pense que le niveau du SMIC, il ne faut pas l'augmenter. Aucun économiste vous dira qu'il faut augmenter le SMIC. Plus vous augmentez le SMIC, plus vous mettez de gens au chômage. Et plus vous mettez de gens, plus vous écrasez la grille des salaires. Il faut pas faire ça. Le SMIC, c'est une garantie. D'abord, il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, heureusement, qui ne sont pas au SMIC. Le travailleur pauvre, au fond, comment répondre à cette question structurellement dans le pays? C'est d'augmenter les compétences. C'est d'augmenter la qualification, c'est d'augmenter la valeur ajoutée produite par chaque travailleur français. Quand on est en compétition par rapport à d'autres travailleurs dans le monde qui gagnent nettement moins, qui n'ont pas les mêmes niveaux de vie, qui n'ont pas le même système d'éducation, pas les mêmes services publics, pas les mêmes protections sociales, la seule chance de s'en tirer pour être compétitif, c'est l'éducation, c'est la formation. Et éviter qu'il y ait des travailleurs pauvres, c'est donc augmenter la valeur ajoutée de chaque travailleur. D'autant plus que comme on ne travaille pas beaucoup et pas assez, c'est évidemment un sujet majeur. Vous avez appartenu à un gouvernement qui a réduit le nombre de postes d'enseignants. Est-ce qu'il n'y a pas là une Ça n'a rien à voir, mais ça n'a aucune contradiction. Parce que vous avez un raisonnement ancien qui est celui que les services publics, c'est toujours plus de moyens, c'est-à-dire plus de dépenses publiques. Et en même temps, vous avez expliqué dans la ligne d'à côté qu'il faut au contraire être en équilibre. On ne peut pas être en équilibre avec plus de dépenses publiques. Il faut réorganiser, ce qu'on a commencé à faire de façon extraordinairement, je pense, efficace et dans le cadre de l'intérêt général. Alors c'est impopulaire, peut-être, mais il faut réorganiser nos services publics et garder une qualité de service public importante. Il nous reste quelques minutes dans ce débat, donc c'est l'heure traditionnelle des questions d'actualité. Et j'ai une toute première question. D'un mot, Henri Emmanuelli. D'un mot. Monsieur Woerth a supprimé 100 000 emplois dans la fonction publique. 150 000. 150 000, ça rapporte 500 millions d'euros à l'État. Non. Et il a simultanément dépensé 3,5 milliards pour la TVA dans la restauration. Voilà comment on soigne, vu de l'UMP, le marché du travail. Vous êtes en boucle là-dessus, parce que vous... je suis en boucle, c'est quand même pas un petit détail, quoi. Vous confondez tout. Nous avons supprimé des emplois dans la fonction publique et il faut continuer à supprimer des emplois dans la fonction publique et en même temps augmenter les fonctionnaires. D'accord. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui ne gagnent pas suffisamment. Et quand on ne fait que, comme vous dites, que 500 millions d'économies, il y a en réalité une redistribution aux enseignants. Vous avez mis sur la TVA restauration pour 70 000 emplois. Demandez aux centaines de milliers de gens qui travaillent dans la restauration ce qu'ils en pensent. Écoutez, je suis un département touristique, j'ai vu des centaines de milliers d'emplois. Enfin, je termine en disant qu'on a fait 25% plus sur le minimum vieillesse. C'est-à-dire que les minima, qui sont extraordinairement importants pour une partie très fragilisée de notre population, ont été augmentés par le président de la République sur les 5 dernières années. Débat comme animé, il l'avait dit, malgré la crise. Éric Woerth, mais l'heure des questions d'actualité. Et une première question pour vous, Henri Emmanuelli. Bien sûr, elle a trait aux primaires. Vous avez vu cet après-midi peut-être que monsieur Arnaud Montebourg a décidé donc de soutenir Ségolène Royal. On arrive à la fin. Excusez-moi de cette petite erreur. A décidé donc de soutenir François Hollande. Qu'est-ce que vous pensez de ce soutien? En son nom personnel. En son nom personnel. Qu'est-ce que vous pensez de ce soutien? Vous parliez tout à l'heure des travailleurs pauvres. Il faut réindustrialiser ce pays. Et là, il faut mettre un stop au libre-échange sans précaution. Parce que contrairement à ce que veut nous faire croire... Arnaud Montebourg a raison. Écoutez, il y a 15 ans que je dis ça, j'ai pas entendu Arnaud Montebourg, vous m'excuserez. La raison, on ne peut pas s'aligner sur les Chinois et le SMIC à Hanoï à 80 €. Mais bien sûr que s'il y avait votre raisonnement, si on laisse faire, sortir par le haut, l'économie de l'intelligence... Ça a daté du Ricardo au XVIIIe siècle. Mais il y a longtemps que c'est terminé, ce genre de plaisanterie. Pas par l'intelligence, il faudra par la qualification. protéger d'une certaine manière. On a entendu Henri Emmanuelli, mais est-ce que sur les primaires, qu'est-ce que vous pensez de ce soutien? On peut quand même avoir votre explication là-dessus. Mais moi, je ne commenterai pas le soutien d'Arnaud. Je ne suis pas venu pour commenter les décisions d'Arnaud Montebourg, excusez-moi. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Henri Emmanuelli, que ces primaires, dans ces derniers jours, se déroulent dans un climat qui est quand même assez passionnel, voire plus? Je ne voudrais pas vous faire de peine, mais j'ai l'impression que c'est un formidable succès démocratique. Et si on imagine, ou si on fait semblant, comme vous le faites là, à l'instant, d'imaginer qu'il peut y avoir un débat sans quelques différences. Alors, s'il n'y a pas de différence, on dit il n'y a pas de débat. Et s'il y a des différences, on dit ça se tend. Je ne sais pas si c'est... Quand Martine Aubry dit hier soir, par exemple, François Hollande, candidat du système, est-ce que c'était bien et simple pour une campagne? François Hollande parle d'escalade, de dérapage ce matin. Et la réponse, vous l'aurez dimanche. Si il y a beaucoup moins de votants que dimanche dernier, alors il y aura eu des dégâts. S'il y en a plus, eh ben, ce sera un succès encore plus. Mais est-ce que vous pourriez dire il est temps que la campagne s'arrête quand même? Oui, mais on dit ça de toutes les campagnes, Monsieur Leclerc. J'ai jamais vu une campagne où on ne dise pas ça le dernier jour. Alors, c'est pas là non plus, c'est pas un scoop, quoi. Sur ces primaires, Éric Woerth.
D'abord, il est temps de mettre fin à la monopolisation des antennes et des journaux par le Parti socialiste. Il y a un moment donné, ça suffit. Est-ce que ça vous donne envie à l'UMP d'organiser un exercice démocratique équivalent? On verra pour 2017. Pour 2012, ça aurait été juste une erreur fondamentale. On en a un président sortant. C'est lui qu'il faut évidemment soutenir. Non, mais je pense que la France ne peut pas s'en passer. J'imagine que là-dessus, on ne sera pas d'accord. Si elle y arrive, elle deviendra la Grèce. Avec les candidats que vous avez, les propositions que vous avez. Le débat a révélé une chose, c'est qu'il y a un creux total dans les propositions du PS. Il n'y a pas de propositions. Les seules propositions, ça tourne autour du thème de la démondialisation, qui est au fond le grand vainqueur de ces primaires. Et c'est quoi? C'est comme si on demandait à l'équipe de France, en lui disant, de foot, on lui dit t'es plus tellement haut niveau, donc tu fais plus les championnats du monde, parce que ça c'est pas la peine, on va juste réduire ça à la Coupe de France, comme ça on est sûr de gagner ensemble. Sauf qu'on ne gagne jamais tout seul, on gagne jamais en se protégeant de cette manière-là, on gagne en allant lutter contre les autres et en se donnant les armes pour le faire. Et c'est ça qu'on doit faire. Et c'est là-dessus que le président de la République est en avance. Vous allez avoir beaucoup de temps médiatique à partir de la semaine prochaine. Comment vous allez l'occuper et qu'est-ce que l'UMP va pouvoir dire? On va continuer à faire des propositions. Vous avez parlé il y a quelque temps, vous évoquiez ce climat des affaires et vous disiez tout cela est entretenu par des médias de gauche. Ouais. Ça veut dire que ce sont les journalistes de gauche, selon vous, qui ont créé les affaires? Je dis qu'aujourd'hui, la plupart des médias sont plutôt à gauche. Oui, c'est la réalité des choses. Enfin, vous lisez les journaux, vous prenez les trucs, c'est comme ça. Vous avez expliqué que c'était les médias de gauche qui entretenaient le climat autour des affaires. Je dis les choses, je ne reviens absolument pas. Oui, c'est le seul. Le Point est à gauche. Libération, l'Express, l'ensemble des journaux aujourd'hui. Oui, enfin, assez fortement dans ce qu'il dit aujourd'hui. Oui. Enfin, la plupart des médias, M. Emmanueli. Bah oui, mais moi, je suis désolé. Il y a M. Essel qui a écrit un bouquin qui s'appelle Indignez-vous. Et j'ai le droit de m'indigner. Il y a un moment donné, je pense que le débat démocratique, il mérite quand même d'avoir des médias qui fassent un peu plus la part des choses. Voilà, mais c'est sûrement à nous de travailler là-dessus. Les médias sont plus à gauche, bien sûr. L'indignation, messieurs, ce sera le mot de la fin de ce débat. L'indignation d'Éric Woerth, peut-être l'indignation. Excusez-moi. Il faut s'indigner pour que la France gagne. Il ne faut pas s'indigner uniquement dans la compassion. Il faut s'indigner pour que la France gagne. Et chaque Français y gagnera. Et d'ailleurs, les Français sont heureux. Je vais vous faire remarquer. Vous savez qu'il y a des indicateurs de bonheur. Ah bon? C'est M. Stiglitz, un prix Nobel d'économie qui n'est pas spécialement à droite, qui a essayé d'inventer cela. Ouais. Bon, et je crois que c'est une bonne chose. Et on a posé la question aux Français avec plein de critères, etc. La note des Français sur finalement êtes-vous heureux et y a-t-il du bien-être en France, c'est 7,3 sur 10. Eh bien, c'est pas si mal. Et je pense qu'on ne doit pas présenter notre pays uniquement comme un pays misérable, en voie d'extinction. On est au contraire un pays qui a beaucoup de choses à gagner et beaucoup de chances encore à prouver dans ce monde. On n'est pas un pays misérable, M. Woerth. On n'est pas un pays misérable. On est un pays en grande difficulté. Bien sûr. 9% dans le PIB pour l'industrie, c'est une catastrophe si on ne redresse pas la barre. Mais près de 10% de chômeurs, c'est une catastrophe si on ne redresse pas la barre. Quand on fait les 35 heures, M. Emmanueli, Monsieur Woerth, je vous ai écouté. On commence à casser. Je vous ai écouté, donc vous allez arrêter parce que j'ai écouté votre conclusion, moi. Quand on a la dette publique qu'on a et que vous avez la droite depuis 2002 doublée, c'est une catastrophe, vous le dites vous-même. Alors ne parlez pas de la Grèce. Non, la Cour des comptes a fait un rapport où elle explique que 30% c'est la crise et le reste c'est les déficits que vous avez présentés année après année. Chaque année, vous nous avez présenté un budget en déficit de plus de 40 milliards d'euros. Depuis 1974. Arrêtez et rendez-vous à l'évidence. Et vous verrez que les Français, et vous l'avez vu, je pense que c'est une des raisons de la primaire, pourquoi ils sont venus si nombreux, ils en ont marre. Ils en ont marre parce que finalement, il n'y a pas de ligne d'espérance, il n'y a pas d'horizon. Mais il n'y en a aucune avec et qu'on aura avec M. Sarkozy non seulement abîmé le pays, parce qu'il est abîmé notre pays. Il est dans sa chair, il est dans son squelette et il est dans son moral. Et il est temps, il sera grand temps en mai, qu'on en finisse, parce qu'autrement, je ne sais pas où s'arrêterait la pente. Mais ce langage est insupportable. C'est un langage arrogant, donneur de leçons. Il est insupportable. Et les Français ne le supporteront pas. Ne vendez pas non plus la peau de l'ours. Mais je ne vends rien du tout. Monsieur Emmanuel, vous verrez, les Français ont du bon sens. Les Français ont du bon sens. Cette fois-ci, ils choisiront le seul candidat. C'est la fin de ce débat. Henri Emmanuel, c'est la fin de ce débat. Nous ne pouvons pas aller plus avant, c'est la fin de ce débat. Et effectivement, débat animé comme on aura pu le constater. Merci à nos deux débatteurs. Et dans une semaine, rendez-vous pour un nouveau débat de la présidentielle.